lancé une traduction qui est pratiquement faite et terminée il y a quelques jours et que nous avons donc la chance de nous adresser devant un public tout à fait neuf, mais d'un point de vue de quelqu'un qui a eu le plaisir d'entendre les cours du professeur Jugoslav Gospodnetic, qui était un esprit de largeur extrême et qui non seulement s'occupait à nous enseigner la versification française, c'était le cours que je suivais, qu'il était en même temps un grand spécialiste de la phonétique appliquée dans le domaine expérimental, expressif, et que ce grand amour de Jugoslav Gospodnetic était orienté vers l'aide à ceux qui avaient des difficultés de l'ouïe, et que finalement, si on lit la liste de tous les mérites de Jugoslav Gospodnetic, qui est ici donc le passeur d'un poète croate, Jugoslav Gospodnetic a donc été un grand amoureux de l'aide à tous ceux qui avaient des difficultés avec l'ouïe. Et si vous avez entendu parler lors du grand événement de ce matin, où Predrag Mastejević avait mentionné Petar Guberina, eh bien, Jugoslav Gospodnetic, qui est ici pour nous le passeur, le poète, un peu le double d'un poète croate, a été son aide de camp pour la fondation d'un centre de phonétique. Predrag, nous avons commencé parce que... Très bien fait. Oui, on a très bien fait, c'est bien. Alors installez-vous par ici. Et donc, Jugoslav Gospodnetic a son grand public, et dans son grand public, il avait beaucoup d'admirateurs qui précisément étaient conscients de tout ce qu'il avait fait pour promouvoir la phonétique dans une application de rééducation de l'ouïe, de l'audition, et que de cette façon, il était donc en même temps un poète, mais aussi un grand savant. Pour vous prouver, je ne vais pas vous le prouver, mais j'ai encore mon livret d'étudiant où j'avais bien inscrit les cours de Jugoslav Gospodnetic que nous suivions ardemment et assidûment. Une petite parenthèse, c'est que je puis vous dire qu'à l'époque, c'est-à-dire en 54-55, nous n'avions pas la réforme de Bologne, mais il y avait le principe assimiler autant de connaissances que possible, et que dans ce principe, nous suivions un triple cursus. Je suivais le cursus donc qui était dispensé par le département d'études romanes, mais il fallait aussi suivre le cursus de l'Institut de phonétique, qui était en cours de fondation, grâce à Petar Guberina et aussi grâce à Jugoslav Gospodnetic. Et donc nous étions, si vous voulez, entre 2 ou 3 champs d'activité de nos professeurs, et on ne se plaignait pas du tout du moment qu'il fallait suivre des cours qui ne cadraient pas absolument dans ce que nous voulions faire à l'avenir. C'est juste une petite digression pour vous dire que à l'époque, les étudiants suivaient et acceptaient tout ce que les professeurs exigeaient d'eux. Aujourd'hui, je sais, il y a la Bologne, il y a tout ce qu'il faut pour que l'étudiant ne soit pas, outre mesure, sous le fardeau de trop de difficultés. Et surtout pas surchargé. Le choix que nous avons sous les yeux, c'est un choix qui est représentatif
d'un des grands poètes croates. Il faut dire que Jugoslav Gospodnetic avait traduit et a traduit au cours de ses activités de loisirs, parce que Jugoslav Gospodnetic était dans différents domaines tout aussi actifs et audacieux, mais pour ses loisirs, il y avait la poésie, et c'est le premier recueil de ces traductions qui sont ici devant vous, c'est-à-dire devant moi et quelques privilégiés. Nous avons cru que, puisque nous étions dans une ère de traduction, d'activités traduisantes, il y avait intérêt à mettre l'accent sur cette activité traduisante, et que sur Dragutin Tadjanović, nous avions une ou deux possibilités de faire l'illustration de ces valeurs qui étaient donc présentes dans son texte. Je crois que nous avons aujourd'hui un texte qui est absolument destiné à un public français et francophone. Il faut dire que l'auteur de ce recueil, qui n'est plus parmi nous, avait été très conscient que pour que les poèmes de Dragutin Tadjanović passent la rampe, deviennent donc patrimoine commun aux lecteurs, de textes traduits en français, il fallait leur expliquer qui était Dragutin Tadjanović. Et c'est dans ce contexte que l'auteur a préparé une présentation très exhaustive sur la vie, sur le parcours de la vie de Dragutin Tadjanović. Et puisque c'est une édition bilingue, il s'agit donc de cette présentation en français et en croate. Mais je puis seulement rappeler ici que dans cette présentation du parcours du poète, il a insisté avec les 100 poèmes. Il s'agit d'une anthologie qui a un beau titre qui est d'une sensibilité très forte, surtout pour les lecteurs croates. Les larmes du fils prodigue, Suze Razmetloga. Il suit dans cette présentation les différentes étapes de la vie du poète centenaire, parce que maintenant j'essaie de présenter le poète. Le poète qui est mort en 2007 est mort centenaire. Dragutin Tadjanović est donc un poète dont l'œuvre s'est échelonnée tout au long du 19e siècle et pratiquement encore au début du 20e et puis même 21e siècle. Et dans cette présentation, l'auteur des traductions essaie de montrer le parcours par toute une série de poèmes qui marquent d'une manière ponctuelle les grandes étapes de la vie du poète. Donc, dans ces 100 poèmes, nous avons une sorte de rémémoration en continu des grands moments de la vie de ce poète centenaire de Dragutin Tadjanović. Je crois que nous avons l'occasion maintenant d'entendre Maja Zorica qui a préparé, oui c'est bien, qui a réfléchi un peu à l'après, parce que si nous parlons de traduction, c'est très bien, mais si on ne connaît ni le poète, ni l'envergure de ses poèmes au niveau d'une esthétique, je crois qu'il faut entendre ce que Maja Zorica va nous dire sur ce poète Dragutin Tadjanović, qui a sa place, une place très honorable. Ouais. Au milieu de on va dire au sein de la littérature croate. Merci pour la présentation. On va jouer là un peu. Bon, mais
mais ça va être en tout cas très très court. C'était plutôt pour, on va dire, un peu situer le poète lui-même avant d'aborder en effet la présentation de la traduction elle-même et peut-être d'entendre aussi des poèmes de la part, on va dire, de la part de Madame Champranec aussi. Bon, c'est-à-dire moi, je comptais juste faire ou vous dire quelques petits faits sur Dragutin Tadijanović. Bon, ce qu'il faudrait dire au moins pour essayer d'introduire en effet un peu ce recueil-là et toute sa valeur, on va dire que si on pourrait avancer une telle hypothèse, c'est que ce qu'il a fait pendant sa très longue vie, c'était en effet d'une part d'écrire quelque chose comme une autobiographie en vers en effet. Bon, il faudrait en effet tout d'abord, s'il faut situer ces thèmes lyriques, on pourrait dire aussi que en effet, bon, on pourrait dire qu'il a commencé quelque chose comme avec des trucs, des obsessions quelque peu, on va dire, enfantines et naïves, un peu closes dans les paysages de son village natal qui s'appellera Rasnouchier, pour avancer à travers, on va dire, quelque chose comme les mémoires nostalgiques de ça et sur ça. Sur son enfance et sur la jeunesse en général, jusqu'à ce qui serait aussi un des thèmes, on va dire, sans cours de sa poétique, ça serait aussi un certain, on va dire, une certaine vue ou une certaine interprétation de ce que ça va donner, on va dire, la présentation de la ville et de ce qu'elle va donner à un sujet ou à un jeune homme. Bon, après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'en effet, comme il est né en 1905, c'est-à-dire il a eu une vie assez longue, malheureusement il est décédé récemment. On pourrait dire qu'en effet, après, on va dire, la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'il fait, il a réussi à atteindre une certaine synthèse de son parcours lyrique, c'est-à-dire, on va dire, de parler aussi un peu de de la fugacité de la vie elle-même, en général. Bon, on pourrait dire que par rapport à ce que, si on pourrait espérer d'avancer un truc pareil sur la poétique elle-même, de Tadijanović, on pourrait dire qu'en effet, ce qu'il fait, il dépouille la parole de tout ce qui est pas nécessaire dans le sens du signifiant. C'est-à-dire qu'il était inspiré, ou il commence par son inspiration, par sa propre vie. Il est un peu aussi, on pourrait dire, méditatif. Mais ce qu'il essaye surtout de trouver son propre, surtout son propre langage. C'est-à-dire, ce qu'il a libéré sa poésie des éléments purement décoratifs, on pourrait dire comme ça. Et dans un vers aussi libre, et ce qu'il a réussi, d'atteindre ou de créer une architecture intérieure des poèmes qui sont en effet faits avec un rythme qui est adéquat, mais tout aussi faisant ou créant une certaine musique des vers. Bon, c'est-à-dire, il y a le côté élégique qu'il faut mentionner aussi, que nous allons voir aussi dans l'exemple qui va être, que Madame Champranec va nous réciter. Tout aussi, bon, on va dire l'élément le plus récurrent dans sa poésie est naturellement la nature, c'est-à-dire, en tout cas, on va dire sa vue de la ville et de la vie en ville en général. Il a tourné un peu dans une certaine tragique de son professeur, c'est-à-dire ce qu'il a fait, il a reconnecté encore une fois, ou reconnecté sa vie avec la nature, c'est-à-dire c'est plutôt où il va trouver son refuge. Après, c'est naturellement aussi sa poésie fait ou revient, on va dire, dans les images mentales, on pourrait dire, de son enfance, mais aussi de sa jeunesse. Bon, c'est-à-dire, s'il faut vraiment définir un peu, ou essayer de définir son vers, ce serait plutôt un vers, tout d'abord, on pourrait dire plastique, musical,
mais tout aussi naturel et plutôt essayant avec des suggestions ou le ton suggestif d'avoir ou d'obtenir, on va dire, on va dire des sensations, c'est-à-dire une certaine interprétation aussi. S'il faut vraiment rapprocher, on va dire, le langage de Tadjamich de quelque chose, ce serait plutôt, il faudrait les rapprocher des mélodies, on va dire, populaires, qui se situent, c'est-à-dire qui sont quelque chose, essayent en effet de faire ou d'obtenir la symbiose de quelque chose qui est d'un côté, on va dire, cru, et de l'autre côté très sensible. Bon, pour ne pas, on va dire, traîner trop avec la présentation, qui est en tout cas bref, c'était, on va dire, juste une petite esquisse, il faudrait alors se rappeler tout d'abord, c'est-à-dire que bon, son œuvre tout entière est quand même très ancrée, on va dire par les thèmes biographiques, et en effet rester ancrée toujours dans la, on va dire, dans la nature, et j'espère qu'on va essayer de le voir dans les exemples présentés par mon collègue. C'est à peu près ça, c'est juste pour me calculer plus. Je peux encore prendre la parole, je suis la médiatrice. Oui, très bien, merci beaucoup Maya, parce que vous situez et vous mettez le poète dans une optique qui pour moi est neuve, parce que moi je ressens les vers qui sont dits dans un ton de conversation, d'une fluidité simple de quelques images, mais ce que je compte encore dire, puisque dans ce recueil, il y a quelques grands moments qui ont été retenus tant pour Tadjanović que pour l'histoire croate. Je crois que Predrag Matvejević a fait son choix pour nous parler d'un moment clé dans la perception de la vie, dans tout son tragique, dans un poème qui est destiné à Goran, à notre grand poète. Et je crois que Predrag, tu peux venir ici pour nous présenter cette césure dans le parcours de ces 100 poèmes. Je crois que cet épitaphe est quelque part au milieu de ces 100 poèmes, n'est-ce pas? Et puis après viendront les exemples que Ingrid Szafranek va bien vouloir. J'essaierai surtout de vous parler d'une manière peu conformiste. Imaginez le prénom du traducteur, Yougoslav Gospodnetić. Yougoslave, il n'y a plus de Yougoslavie. Il est d'origine croate et c'est une des preuves que beaucoup de Croates ont été autrefois yougoslaves. Le dire à présent, c'est comme si on traduit, c'est trahir quelque chose. Non, c'était comme ça. Tito est d'origine croate et il a été yougoslave. Donc nous ne pouvons pas effacer le passé comme le font les nationalistes, ils font table rase du passé. Il s'appelait yougoslave. Imaginez que quelqu'un s'appelait, par exemple, mésopotamien. Il n'y a plus de Mésopotamie. Quelqu'un qui se parle ligurien. Il n'y a plus de Ligurie, il y a là le Gênes, etc. Donc vous voyez, c'est assez caractéristique. Et c'est une chose qui mérite une explication. Celui qui veut parler avec réalisme des choses, il faut le dire. Aujourd'hui, dire à Belgrade ou à Belgrade que la Yougoslavie c'est le plus grand crime qu'on puisse commettre. Ça ne marche pas. Non. Moi, je n'ai pas de micro, moi je parle évidemment au Voilà, j'essaie de dire, pour le respect de nos amis français qui sont venus ici,
la Yougoslavie n'est plus possible, c'est fini. Il y a eu deux Yougoslavies, l'une créée par la France, 1919, avec le poilu d'Orient, avec surtout beaucoup de victimes serbes, avec l'idée qui est née à Zagreb. Ce ne sont pas les Serbes qui nous ont donné cette idée. À Zagreb se trouvait l'Académie yougoslave, avec grade l'Académie serbe, à Ljubljana et l'Académie slovène. Alors vous savez, contre mon respect à votre égard et de vous dire la vérité comme je le faisais. C'est la raison pour laquelle je me suis absenté pendant 18 ans, en enseignant 4 ans avec vous en Sorbonne, à Paris 3, Sorbonne Nouvelle, et 14 ans en Italie. Parce que j'ai voulu dire cette vérité comme elle l'est. La France a été toujours soupçonnée par les nationalistes d'être l'ami des Serbes. C'est pas vrai. Dans la Première Guerre mondiale, après, il est vrai que les Serbes étaient ensemble avec les Français et les femmes, et Paul Dorian, le plus grand artiste croate de tous les temps, le sculpteur Meštrović, a fait au centre de Belgrade, à l'endroit où la Save entre l'embouchure de la Save dans le Danube. Un très beau monument avec l'inscription suivante. Aime la France comme elle nous a aimés. Dans cette situation, il y avait des milliers d'étudiants serbes qui avaient perdu leur père dans la guerre, qui avaient fait leurs études en France, et la francophonie est venue de ce côté-là. Mais il y avait aussi des Français intelligents. À Zagreb, il faut faire quelque chose. C'est ainsi que les Français avaient fait l'Institut français de Zagreb en 1922. Voyez un nom, combien d'explications il mérite. Autrement, je crois que vous êtes, vous autres, notre invité, vous êtes un peu, vous ne savez que dire, comment il s'appelle, ce traducteur s'appelle Yougoslave. C'est surtout en Dalmatie qu'il y avait eu des très modérés de la Yougoslavité qui n'effaçaient pas les autres nationalités, qui n'étaient pas intégralistes, comme on dit à présent. Donc, voilà la chose, vous voyez, une association liée au nom du traducteur, Jugoslav Gospodnetić. Je l'ai connu à l'université, il était 4 ans ou 5 ans plus âgé que moi. Il était assistant en phonétique de Guberina, il prononçait un français absolument excellent, il prononçait comme un français. Et pour des raisons, je crois, qui sont liées au travail de Peter Guberina, à ces instituts qu'il formait de par le monde, même en Chine, aux Indes, etc. Il y avait de ces instituts politiques pour guérir les sourds. Vous savez, Guberina avait trouvé qu'il est inutile d'augmenter la voix. Il faut trouver le registre. En augmentant le registre, le système acoustique s'est conservé. Et il a été proposé par plusieurs spécialistes pour le prix Nobel. Et Jugoslav Gospodnetić travaille avec Peter Guberina. D'abord ici comme assistant à la phonétique française. Il nous corrigeait notre accent là, trop marqué, surtout à certains d'entre nous qui venaient des régions où les dialectes sont très fortement accentués. Et il est vrai, il le dit dans la préface de ce livre, il dit que je l'ai poussé à traduire du français. Je me suis rendu compte qu'il a d'abord, pour traduire la poésie, il faut avoir une oreille. On peut se tromper du sens d'un mot, mais si on se trompe du registre de l'audition, du registre auditif, tout est perdu. Il est vrai, j'avais parlé avec un éditeur, on faisait à cette époque une anthologie de poésie croate, très bonne, qui est sortie chez Gallimard. C'est Segers, c'est sorti dans l'anthologie de Pierre Segers. Et à ce moment-là, justement, après le succès de cette anthologie, vous proposez de prendre quelques poètes à part, et j'ai proposé à Jugoslav Gospodnetić, comme ça, il est parti, il est resté, il est mort en France. C'est rare, je dois vous dire, dans les milieux littéraires, que quelqu'un se souvient après que dit « Ah, c'était Predrag Matvejević qui m'avait proposé à faire ce genre de travail, grâce à lui. » L'oubli est beaucoup plus fréquent. Et donc, je le dis avec beaucoup de gratitude à son égard. Et le deuxième sujet que je voudrais toucher, c'est
la poésie, disons, croate de l'époque où apparaît le poète que nous parlons, Tadijanović. Une floraison, si je puis dire, de grands poètes apparaît après la Première Guerre mondiale. La Croatie qui était sous l'Autriche, la Croatie avait comme ça beaucoup de difficultés avec l'histoire, la Dalmatie était sous les Italiens. Dans la Deuxième Guerre mondiale, Mussolini avait pris toute la Dalmatie, c'était le cadeau de Ustasha Pavelić qui a donné à Mussolini toute la côte d'Alma. Je crois que c'est la plus belle cause de la Méditerranée. Je me suis occupé de la Méditerranée, j'écris, même en français, un bréviaire méditerranéen, c'est la plus belle part de la côte. Plus belle que la côte d'Azur, pour provoquer les amis français. Et donc, la Dalmatie d'un côté, la Pannonie de l'autre côté. Tadijanović est un poète de la plaine. De cette grande plaine, il y a quelque chose là-dedans, ces inspirations qu'avaient les poètes ukrainiens et russes. La plaine, la grande plaine. Victor Hugo l'a senti. Il parlant de la retraite des troupes de Napoléon, et après la plaine blanche et l'autre plaine blanche. Ça n'en finit pas. Et donc, Tadijanović appartient à cette race, si je puis dire, de poètes extraordinaires. Mais la poésie croate dans l'entre-deux-guerres, finalement, au début, au moins, avant la Deuxième Guerre mondiale, les Croates se sentaient beaucoup mieux que sous le joug de l'Autriche et de Nice. Et une série de poètes apparaissent, par exemple, Antun Branković, un grand poète expressionniste, qui est mort très jeune, il avait 20 et quelques années, tuberculose, etc. Puis il y avait le plus grand poète croate du siècle qui s'appelait Tilo Uljanić. Il parlait un français absolument parfait. Il travaillait dans une ambassade de Paris, une ambassade à Monténégri. Et j'ai trouvé ces lettres qui sont écrites dans un français extraordinaire. Il nous a donné les traductions des écrivains français, Tilo Uljanić. Et c'est là que, vous savez, ce qui pousse notre francophonie. L'Institut français qui est situé aussi à Zagreb. Le rôle de la France dans ces régions, le prestige qu'avait la France, parce que nous avons souvent senti, les meilleurs d'entre nous avaient senti quand même l'influence allemande comme quelque chose qui voulait nous dénationaliser. En Autriche, nous étions, c'était l'empire austro-hongrois, mais les Croates aussi étaient, sans avoir été nommés. Maintenant, quand certains de nos nationalistes disent « Ah, c'est notre Autriche, Allemagne », fasse complètement l'histoire pour 3 minutes. Et donc, vous voyez, ce sont les choses, on me reprochera beaucoup de vous avoir dit ça. On me reprochera peut-être dans un journal, de ce journal, presse jaune, ultranationaliste, dira pourquoi Matvejević n'a trouvé autre chose à nous dire. Non, je vous estime. Et je suis heureux, moi j'ai beaucoup voyagé, j'ai passé 18 années d'émigration, j'étais toujours très fier, très heureux, quand quelqu'un ne me disait pas une image officielle du pays. Et ce pays a beaucoup de valeurs qu'un langage et un discours officiel efface. Une autre chose, plus délicate encore, j'ai choisi l'épitaphe de Goran Kovačić, caché dans les feuilles de montagne. Qui est Goran Kovačić? J'ai passé 14 années en Italie, j'ai enseigné à l'université de Rome La Sapienza et j'ai trouvé quelques vieux professeurs qui me disaient, écoutez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'étais dans un hôpital et on a trouvé un poète croate qui a été tué dans la Deuxième Guerre mondiale et qui parlait des crimes commis par les fascistes, des différents fascistes de ces régions. Ça, le plus grand... La plus grande œuvre de ce poète s'appelle La Fosse, ou la Fosse commune, ou plutôt Fosse commune en France, c'est la Fosse, où j'étais les ennemis, où j'étais les antifascistes. Et Goran Kovačić parti, il apporte avec lui Vladimir Nazor, un grand poète croate de Dalmatie, qui avait déjà plus de 60 ans. Ils sont passés la rivière de la Kupa, à Karlovac, très proche de Zagreb. Ils ont rejoint les partisans. Et ce vieux poète, très croate, mais il a senti que la croaticité doit se défendre,
par l'antifascisme, qui risque tout. Tito lui donne une vache. Un prisonnier italien qui lui donne, il avait 70 ans en plus. Il mangeait un peu de lait, il buvait un peu de lait, il faisait un peu de fromage. Et il restait ces dernières années parmi les partisans et Goran Kovačić, croate, d'ici, de Zagreb, il va aussi lutter. Je dois vous dire une chose triste. Passez dans une librairie, cherchez cette poésie Yama, Fosse commune de Goran Kovačić. Je ne suis pas certain que vous le trouverez. On dit, bah, écoute, tout cela, etc. Et donc, j'ai choisi cela. Regardez comment elle présente. Je vous donnerai des minutes de plus, parce que je parle des choses qui sont généralement tues ou passées sous silence. Repose, ombre de Goran Kovačić. Pardonne-moi, cher Ivan, si certains mots dans les feuilles sont mal lus. Ces mots tressés par les feuilles noires, feuilles ensanglantées, furent dans le crépuscule de la solitude, un larme déchiffrée par tonnerre dans la côte italienne. Tadianović n'était pas un poète engagé, mais il était un poète honnête. Il a vécu 100 ans, il est mort il y a quelques années. Il avait une mémoire prodigieuse. Je venais le voir parce qu'il avait aussi des difficultés. Il était un peu spécialiste pour défendre les gens qui avaient des difficultés. Tous les écrivains croates qui étaient en prison, j'ai écrit des lettres pour les laisser passer. Il ne faut pas mettre pour le délit d'opinion, on n'est pas en prison. Même je faisais la même chose pour les écrivains serbes, musulmans, Bosnie-Herzégovine. Et j'ai défendu un peu Tadianović, qui avait quelques problèmes, etc. Comme ça, vous savez là. Et donc, c'est étonné par ce thème. Se souvenez de tous les détails, surtout tout ce qui concernait Goran Kovačić. Et c'est la raison, vous voyez, ces vers qui sont parmi les plus beaux. J'ai bien relu, tout le recueil, ils étaient très amis, ils avaient le même âge, ils avaient une profonde amitié. L'un est parti pour joindre la résistance, il n'a pas été communiste, il a été un homme de la résistance. Il faisait partie d'une gauche droite. N'oubliez pas que Zagreb, dans l'entre-deux-guerres, était la seule ville de l'ex-Yougoslavie où il y avait une classe ouvrière développée, le syndicalisme, influencé un peu par Vienne, par Munich, par la présence dans l'Europe centrale. C'est pas le Zagreb des Oustachis qui avait conquis la majorité du peuple croate était anti-Oustachi. Et donc, c'est une chose qu'il faut situer Ivan Goran Kovačić. Que vous dire encore d'Ivan Goran Kovačić? Oui. Dans les hôpitaux qui se formaient sur le territoire libéré, on lisait ça, cette poésie. Je crois que c'est, pour donner une référence française, on a fait lire une traduction un peu moyenne, pas très bonne, à Paul Éluard. Et Paul Éluard avait dédicacé, pour ainsi dire, dédié un poème à Ivan Goran Kovačić. Picasso, qui dans lui aussi, ils étaient tous engagés du côté de la résistance, et dans la résistance, on ne fait pas la division entre communistes et autres. Il y a des résistants, c'est la première chose, la résistance. Et Picasso avait fait un portrait comme ça de son imagination à ce poète croate, Ivan Goran Kovačić. Et voilà, j'estime beaucoup plus Tadianović. Je suis né dans les... Vous savez, la poésie et la littérature croate se divisent aussi d'une manière géographique. Non seulement par les occupations que nous avons vécues. En Bosnie, l'occupation turque. Dans ma famille maternelle, on se connaissait énormément de terres turques. Pour dire le pain, pour dire la pita, les choses que nous avons déjeuné aujourd'hui. Ici, c'est la Croatie colombienne, pleine. Il y a la Dalmatie, la Croatie maritime. Et les inspirations, évidemment, chacune tire son origine de cette ambiance. Tadianović est le poète de la plaine. Il y a une grande plaine devant laquelle il se promène, il regarde, il observe. Il n'y a pas d'obstacle devant lui. Il y a cette énorme largeur. Peut-être, je dirais,
ces poètes de la plaine panonienne sont les Croates les plus slaves que les autres. Parce qu'en Dalmatie, il faut le reconnaître, malgré le fait que ça se cache parfois par le nationalisme, nous devons énormément à la culture italienne. Ce sont les poètes italiens qui nous ont inspiré les poètes croates à écrire dans la langue du peuple. Les Italiens disaient il volgare, vous savez que Dante commençait à le volgare, Pétrarque commençait à écrire. Boccace, c'était la grande triade qui écrivait une volgare dans la langue vulgaire, dans la langue populaire, disait-on, vulgaire, on va dire ça. Et c'est ainsi aussi que les poètes de Dalmatie, le premier Malovic, le premier poète croate, ils ont cette. Les poètes de la Bosnie ont vécu un peu l'Orient. Même Chetin Ulievitch, un peu de cet Orient qui est venu jusqu'à nos frontières. N'oubliez pas que nous nous sommes sacrifiés ici. Là-bas, c'était la frontière, le rempart qui défendait l'Europe. L'Empire turc n'a jamais pris une ville italienne. C'est le sang des Dalmates croates qui avait sauvé les villes italiennes et la civilisation européenne. Ils sont venus jusqu'aux murailles de Vienne, mais affaiblis par les insurrections constantes dans les arrière-pays. Ils n'avaient pas la preuve. Voilà, je me suis voyé dans cette ambiance. Lisez-le avec cette une grille de lecture sur Tadianovic. Je crois que le choix est excellent. La traduction de certains poèmes, comme le passage de Zoumeni, me semble très, très, très beau. Et excusez-moi de vous avoir fait une leçon un peu différente. Et je l'ai fait par l'estime que je vais Nous avions prévu la lecture parallèle d'un poème du choix par Indriša Franek en croate et en français. Je ne sais pas si vous êtes encore à même de rester ici dans la salle ou vous devez tous partir. Je ne sais pas si... Non? Ah, très bien. Ah, ils sont courts, les poèmes. Oui, les poèmes. Parfait, parce que j'aurais choisi pour les lectures. Oui. Ako me čujete, ja sam glasna jer sam nagodna, ali mislim mogu govoriti u mikrofon. To radi uopće, radi. Pa ne radi više, jer sam ga strgala. Ne, neki gum je tu. Dobro, radi, čuje. Mislim da ćemo ipak završiti sa pjesnikom. Dakle, nakon svih ovih lijepih riječi da čujemo i autentičan glas pjesnika. Mislim da je logično da prvo pročitam hrvatsku originalnu verziju i prijevod. Mislim, nisam glumica, čitat ću kako najbolje znam i umijem. A poema koju mi domaći svi poznamo, ali vjerovatno je jedna od njegovih najpoznatijih pjesama, koja se zove Dugo u noć, u zimsku bijelu noć. Dugo u noć, u zimsku gluhu noć, moja mati, bijelo, platno, kap. Njen pognut lik i prosjede njene kose odavno je već zališe suzama. Trak lampe s prozora pružen je čitavim dvorištem. Po snijegu što vani pada, u tišini bez kraja, u tišini bez kraja. Anđeli s neba nježnim rukama spuštaju smrzle zvijezdice na zemlju, pazeć da ne bi zlato moje probudili. Dugo u noć, u zimsku pustu noć, moja mati, bijelo, platno, kap. O majko žalosna, kaži, što to sja u tvojim očima? Dugo u noć, u zimsku, bijelu noć. Longuement dans la nuit blanche d'hiver, longuement dans la nuit sourde d'hiver, ma mère tisse sa blanche toile.
Pour cette allure courbée et ses cheveux grisonnants, la nuit depuis longtemps est trempée de larmes. Le rayon de la lampe s'étend de la fenêtre par le cour entière, sur la neige qui tombe dehors, dans un silence sans fin. Dans un silence sans fin, les anges du ciel, d'une main délicate, descendent des étoiles gelées sur la terre, en prenant garde de ne pas réveiller mon trésor. Longuement dans la nuit déserte d'hiver, ma mère tisse sa blanche toile. Ô mère douloureuse, dis-moi, qu'est-ce qui brille dans tes yeux, longuement dans la nuit blanche d'hiver. Un point social, un aspect important de la poezija de Tadijanović. Moja sestra nosi u grad mlijeko. Predjutar je, ona ustaje i oblači se u mraku ledene sobe, ura na zidu 3 puta zakašlja. Daleko je sivi grad, vani pada snijeg. Oprezno silazi niza stepenice, držeći u rukama kante s mlijekom na glavi. Zatim joj mati još jednu na glavu podigne, pripazi dobro da se ne osklizneš, kaže. Škripi snijeg pod smrznim opancima. Ona se žuri da stigne zarana, da što prije započne s prodajom. Sprva će nuditi na uglovima ulica, a kad se razdani sasvim, poći će u dvorišta gradska vičući: Gospojo, mlika! Gospojo, evo mlika! Ma sœur porte du lait à la ville. Avant le jour, elle se lève. Elle s'habille de l'obscurité de la chambre glacée. L'horloge sur le mur vient de tousser 3 fois. Elle est loin, la ville grise. Dehors, la neige tombe. Avec précaution, elle descend les marches, en tenant de ses mains les bidons remplis de lait. Ensuite, mère lui en pose un autre sur la tête. Fait très attention à ne pas glisser. La neige crisse sous les chaussures légères, gelées. Elle se dépêche pour arriver assez tôt, pour commencer au plus vite à vendre. D'abord, elle offrira son lait au coin des rues, et quand il fera jour tout à fait, elle ira dans les cours de maison, en criant « Madame, du lait, madame, voilà du lait ». Et un dernier, sa dernière phrase, un poème de vieillesse. Oblak. Kada sjedim za stolom i gledam kroz prozor oblak, pomišljam: nisam li ja taj oblak koji sjedi za stolom i piše o sebi da je oblak na zemlji i da za stolom nebeskim razgovara s dragim Bogom u sjaju zlata, ljiljana, ruža. Le nuage. Quand assis à ma table par la fenêtre, je regarde le nuage, je pense: ne suis-je pas moi ce nuage qui à cette table écrit sur lui-même qu'il est un nuage? Sur terre, et qu'à table céleste, il se trouve en conversation avec le bon Dieu dans la splendeur de l'or, des lys et des roses. Voilà. Merci à vous tous, parce que je crois qu'après cette session qui a été un peu recomposée en cours de route, vous avez tous envie de redécouvrir ou de découvrir la poésie croate. D'abord, vous avez entendu le son de la voix très vibrante d'Ingrid, mais vous avez entendu tant de choses intéressantes sur la Croatie et sur la poésie et la vie en Croatie. Merci à tous et je crois qu'il faut lever la séance parce qu'il y a tant d'autres